Yorana, Manahao et bienvenue dans votre émission Manava, votre émission Info Service pour parler éducation avec l'apprentissage du fait nucléaire. L'impact des essais nucléaires continue de résonner dans l'esprit de notre population, mais attention, soyons clairs, aujourd'hui pas de débat sur la prise en charge ou la reconnaissance des faits, des essais. Restons sur l'éducation avec le sujet avec nos invités Hina Moueoura Morgan Cross, représentante à l'Assemblée de Polynésie française et lauréate 2023 du prix international pour un futur sans nucléaire, Yarana. Yorana. Et de l'autre côté, nous avons Ruth Manea, membre de la commission de l'enseignement du fait nucléaire, et Véronique Amaru, enseignante à l'école élémentaire de Mateiria. Yorana. Avant de continuer notre émission avec nos invités, demandons à Renaud Meltz, directeur de recherche au CNRS, et Florence Muri, post-doctorante, l'intérêt de ces essais nucléaires à l'époque et surtout pourquoi le choix de la Polynésie française. L'histoire du fait nucléaire et de la Polynésie, c'est une histoire un peu longue et tortueuse avant d'arriver à la décision en 1962 et même vraiment en 1963 de créer le Centre d'expérimentation du Pacifique. C'est que la France a créé successivement 3 sites d'essai. Un premier pour mettre au point la bombe atomique, la bombe A, et elle cherchait pour ça un site aérien. Elle a envisagé la Polynésie, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, les Kerguelen, et elle a finalement choisi l'Algérie. Ça, c'était en janvier 57. Et c'est donc une mission de reconnaissance dans le Pacifique en février-mars 62 qui aboutit au choix de la Polynésie plutôt que de la Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est le 27 juillet 62 que le général Thierry, qui a été missionné pour faire cette reconnaissance dans le Pacifique, propose comme seule option Moruroa. Les politiques l'admettent plus ou moins, mais il faut attendre l'année 63, le mois de mars 63, pour que ce soit vraiment avalisé avec des déblocages de fonds qui permettent au général Thierry de commencer à construire les installations du CEP à Moruroa, sur la base avancée de Hao, et puis sur la base arrière de Tahiti. Ce lien entre l'Algérie et la Polynésie, et notamment les Tuamotu, c'est cette projection, l'idée d'un vide, donc un désert dans le cas de l'Algérie qui s'impose sans être forcément complètement fondé, puisque c'était des sites qui étaient fréquentés à chaque fois et ça n'a pas été forcément pris en compte, cette fréquentation des sites, et notamment de Moruroa. Hina Moueoura, on vient de comprendre pourquoi le choix de la Polynésie française. Et puis, en parallèle, on entend beaucoup de choses positives, négatives. Justement, parlons-en, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé de positif et négatif pour la Polynésie française? Donc, avec l'arrivée du centre d'expérimentation du Pacifique, il y a eu un bouleversement en fait qu'on n'a pas maîtrisé, une manne financière qui est arrivée en Polynésie. Et donc au niveau de l'économie, un développement à vitesse grand V. Et je dirais aussi au niveau de la cellule familiale, un bouleversement parce que nos papas sont allés travailler à Moruroa. Donc on a trouvé des mères de famille qui étaient toutes seules à élever leurs enfants et à gérer également l'éducation. Donc c'est pour ça qu'il y a des conséquences pas que sanitaires, mais sur toute notre économie et toute notre vie en fait en tant que Polynésien. Ruth, c'est un sujet qui est sensible. Comment est-ce qu'on apprend ce sujet aussi délicat de l'histoire nucléaire en Polynésie française? Alors, je voudrais resituer un petit peu ma part, hein. Je travaille au sein d'une commission territoriale qui est dirigée par Madame Tomasini et Matani Kenuku. Et donc, cet outil sert à mettre en place un plan de l'enseignement fait nucléaire et donc de former les enseignants à appréhender cet enseignement, ce sujet qui est une question socialement vive, donc au travers effectivement d'élaboration, on va dire, de séquences, de mettre à leur disposition des œuvres, que ce soit un livre, un ouvrage ou peut-être des tableaux d'artistes engagés, des chants. Et là, je parle beaucoup plus du premier degré, parce que je suis dans le premier degré. Et donc, c'est de mettre en place ces outils pour pouvoir déployer ces politiques éducatives, commandées bien sûr par notre ministère. Et voilà, donc on les forme à avoir une posture, en fait, une posture d'impartialité, mais engagée. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'exprimer leur point de vue, mais en écoutant bien sûr aussi ceux des élèves, ceux des partenaires, ceux des adultes qui sont conviés peut-être à une séance en classe. On parle de point de vue, mais je suppose qu'en tant qu'enseignant, il faut qu'il soit quand même un minimum neutre ou objectif. Tout à fait, bien sûr, on demande d'être neutre, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire aux élèves, parce Bien que sûr.
Si un élève lui dit mon papa a dit ceci, cela, on respecte parce que ça fait partie un petit peu du témoignage de l'histoire de cet élève-là. L'enseignant est là pour réajuster les informations, les données, en Mhm. s'appuyant bien sûr sur Les témoignages. des Mhm. témoignages et des données scientifiques aussi, parce que l'enseignant doit aussi avoir une expertise, hein. Il ne peut pas prendre simplement un témoignage pour asseoir une connaissance, il Bien doit sûr. s'appuyer sur des faits scientifiques. Mais bien sûr, le but de l'enseignant, ce n'est pas simplement d'amener l'élève à connaître son histoire et le fait nucléaire, c'est surtout de développer un futur citoyen cultivé, éclairé et qui peut se permettre d'avoir l'esprit critique sans jugement de valeur. On parle de se baser sur des faits scientifiques, sur parfois des témoignages. Est-ce que, Véronique, il y a des supports, d'autres supports que vous utilisez pour votre apprentissage avant d'apprendre ce sujet aux élèves? Alors, on a bénéficié, comme elle disait tantôt, Ruth, d'une formation pour justement avoir cet apport au niveau des connaissances. Et donc, les apports sont variés, hein. C'est des documentaires, des livres, que personnellement, chaque enseignant se doit de s'informer pour pouvoir au mieux pouvoir répondre aux questions éventuelles des enfants. Et donc, personnellement, tous les manuels et les supports dont elle a cités sont principalement ceux que j'utilise parce qu'ils sont adaptés aux jeunes publics que j'enseigne qui sont âgés de 9 ans à 10 ans. Juste avant, Ruth nous parlait aussi de chant, d'art en général. Est-ce que Mhm. l'art, les enfants sont plus sensibles, en tout cas pour ta part, puisqu'ils sont plus jeunes, est-ce que ça les permet de mieux comprendre le sujet à travers de ces chants ou de ces œuvres d'art? En tout cas, c'est un sujet qui permet la pluridisciplinarité et d'entrer autrement que par l'histoire. Et donc, on utilise, on a le privilège d'avoir des artistes locaux qui se sont engagés aussi dans ce sujet. Et souvent, j'aborde ce thème-là avec l'œuvre d'Evra Chossoa Mhm. et aussi par les chants en réo d'Angelo Baura Atomi. Et ce sont des supports où les enfants ont une bonne réaction parce que non seulement c'est leur langue, mais aussi ce sont des artistes qui sont de chez eux. Et donc, j'ai de bonnes réactions de la part des enfants. Ils entrent mieux, en tout cas, dans cette leçon. Avant de lancer cette émission, on a parlé ensemble et justement, Ruth, tu nous parlais aussi d'un nuage de mots. En quoi ça consiste? En fait, c'est une Hmm. expérience que nous avons menée d'abord pour les enseignants. Mhm. Ce sont les enseignants qui devaient, au travers d'un choix de mots autour des termes faits nucléaires, pour donner la représentation. Qu'est-ce que c'est pour eux, fait nucléaire? Quel mot? Donc, pour les enseignants, effectivement, c'est sorti le mot essai, hein, et bombe. Alors qu'avec des élèves, mais ça, j'ai mené dans deux classes différentes. C'est-à-dire? C'est-à-dire une classe, donc chez Madame Véronique, qui avait déjà vu les leçons, parce que comme elle disait, c'est pluridisciplinaire. Donc les élèves ont découvert déjà un petit peu des histoires de bombes au travers des guerres mondiales, Mhm. peut-être aussi des textes en français qu'elle aurait pu étudier, effectivement, des documentaires. Alors que l'autre classe, non expérimentale, mais classe témoin, ces élèves-là ne connaissaient pas, n'avaient pas entendu parler, il n'y avait pas eu de leçons autour des guerres mondiales. Je leur ai demandé de ne pas en faire. Attendez, je veux d'abord voir vraiment leur représentation initiale. Alors, chez Madame Véronique, le mot le plus important qui est sorti, c'était le mot bombe, Ce qui est logique vu ce le qui est sujet. logique et qu'ils connaissaient. Mais il y avait d'autres petits mots qui sont apparus comme effectivement la vie, la mort, parce que j'avais l'impression, avec l'analyse que nous avons menée, que les élèves étaient conscients quand même des effets, de l'impact. Mais c'est le mot qui m'a beaucoup plus touchée, il était tout petit, c'est le mot paix, la paix. C'est une petite fille qui avait dit paix. Bon, comme elle va peut-être plus étayer, les élèves se sont mis à poser des questions autour de ces mots-là. Alors que l'autre classe, c'est plutôt C'était littéral ouais, finalement. ouais, c'était des mots en décortiquant fait, nucléaire, nucléus. Donc, ça n'avait rien à voir avec la bombe, et c'était peut-être d'autres lexiques un peu similaires au niveau de l'orthographe. Avant de partir sur la réaction des enfants sur leurs Mhm. questions, Hinamoeura, tu as beaucoup milité sur le fait nucléaire. Ça te fait quoi de voir déjà qu'on apprend aux enfants le fait nucléaire, l'histoire sur le nucléaire?
Je suis très, très contente et je tiens à féliciter ces deux dames pour le travail qu'elles font, ainsi que tous les enseignants qui enseignent le fait nucléaire, parce que c'est pas facile. Je suis d'autant plus fière parce que je suis née en 1988 et donc à une époque où c'était pas enseigné. Tout ce que je retiens de l'école primaire, c'est grâce au nucléaire, nous avons des routes, nous avons un développement économique, tu as une voiture, tu peux avoir la télé, donc que le positif. Et je regrette beaucoup parce que c'est à 30 ans que je vais apprendre qu'on a eu 193 bombes nucléaires en fait. Donc j'avais honte de moi parce que de pas connaître ce fait, mais c'était à la fois normal puisqu'on n'en parlait pas à l'école, que c'était tabou dans la famille. Donc bravo à ces enseignants, ça a le mérite d'être aujourd'hui inscrit dans notre programme d'éducation et je tiens aussi à les féliciter dans le sens où c'est un sujet sensible, donc il faut prendre énormément de précautions. C'est vrai qu'au début, la militante que je suis était assez en colère au début de voir dans les manuels qu'on survolait l'histoire. Mhm. C'était pas assez précis, qu'on mettait pas assez de détails, mais en fait, il faut survoler parce qu'on n'est pas là non plus pour faire naître de la colère. Et je vais juste prendre cette petite parenthèse pour te partager un moment de maman que j'ai eu. Mhm. Donc, j'ai décidé de parler du fait nucléaire à mon fils aîné lorsqu'il avait 8 ans. Et en fait, j'ai créé chez lui beaucoup de haine parce que, étant atteinte d'une leucémie, donc qui est une maladie radio-induite, Il a dû le voir. voilà, il me voyait beaucoup souffrir quand la chimio me faisait souffrir. Et donc, il m'avait dit: «Maman, je vais prendre une bombe et je vais aller, à Paris et je vais les faire exploser». Ah, c'est Voilà. violent pour un petit enfant de Et 8 c'était ans, hein. très violent et c'est lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit que j'avais raté quelque chose. Là, vraiment, en tant que maman, j'ai raté quelque chose au niveau de l'éducation parce que ma volonté n'était pas de faire naître de la colère ou de la haine à mon fils. Donc, c'est là que j'ai vu, qu'en fait, c'était très important ce que le travail de cette commission fait, que c'est pas pour minimiser, c'est juste pour aussi, protéger nos élèves parce qu'après, il faut expliquer que c'est quelque chose qui est arrivé mais c'est pas le pop A aujourd'hui ou le français aujourd'hui qu'on doit blâmer. C'était une époque différente, un contexte Mhm. historique différent et nous ne sommes pas là pour faire naître ni colère ni haine pour notre génération future. Une petite réaction de Ruth? Oui, j'aime beaucoup le témoignage par rapport à son rôle de mère et d'enfant. Du coup, ça m'est venu aussi à l'esprit peut-être de parler alors de ma relation en tant qu'enfant avec un père qui travaillait à Morrois, Mhm. qui est décédé d'une tumeur au cerveau hein, à l'âge de 58 ans. Il était très jeune. Mm. Mais moi, je n'avais pas conscience de cet aspect négatif qu'on mettrait derrière cette expérience qu'il a eue à Marouroa. Mais je mettrais plutôt un ressenti beaucoup plus qui peut être lié, comme elle a dit, ça, il y a eu un développement économique. Pour moi, mon père, quand il revenait de la paix, il ramenait à manger Mm. du savon. Donc, je n'avais que cette image. Et comme elle, ben, beaucoup plus tard, ben, j'ai découvert effectivement tous les autres impacts, Tous les effectivement, autres aspects de et tous les l'histoire, autres finalement. aspects. Mais Mhm. pour moi, je garde toujours cette idée que mon père est parti et puis nous ramener à manger et un petit peu plus de confort. Et si on doit rester sur les émotions, qu'est-ce que ressentent tes élèves, Véronique, quand tu leur parles de cette histoire? Est-ce qu'il y a de la tristesse, de la colère, du déni peut-être? Ben, tu as cité les trois réactions hein, qu'ont les enfants. Hein, et c'est à nous, enseignants, en fait, de gérer le débat de manière, comme disait notre invité, il faut en fait amener les enfants à respecter l'opinion de l'un et de l'autre, le ressenti de chacun et des autres. Et les réactions, ben, tu les as citées. Colère, tristesse. Tristesse et les déni également aussi parce que certains ben, n'ont pas eu de parents ni de grands-parents qui ont été sur le site et touchés par des essais nucléaires. Ah, donc ils ne se rendent pas compte forcément que ça a vraiment existé. Donc Exact. c'est plutôt, non pas du déni, je me suis trompé de mot, mais plutôt de l'innocence alors, de ne pas se rendre compte de la réalité des faits. C'est ça, tout à fait. Un bon vecteur d'émotion, c'est le théâtre. Et justement, la compagnie du Caméléon, on le sait, depuis 2014, ont mis en place la pièce de théâtre Les Champignons de Paris. Hina Moiura, tu as eu l'occasion d'assister plusieurs fois à cette pièce de théâtre. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ah ben, je les remercie, elle est vraiment incroyable. C'est quand j'ai commencé à méditer, c'est que c'est un ami à moi qui m'a conseillé d'aller la voir et ça m'a totalement bouleversée. D'ailleurs, il m'avait dit, moi j'ai vu plusieurs fois, donc vas-y plusieurs fois. Et effectivement, j'ai eu différentes émotions en fonction. Et la première fois, je crois que j'ai tellement pleuré que j'ai pas pu prendre totalement conscience de la pièce. Donc la deuxième fois, j'avais un autre regard, mais c'est une pièce que tous les Polynésiens devraient aller voir. Par contre, je sais que beaucoup de scolaires y vont, mais mon fils là va avoir 13 ans la semaine prochaine. Pour moi, il est encore un peu jeune. Je me dirais peut-être à 14 ans, on peut aller le voir parce que c'est quand même quelque chose qui, quand tu es, je dirais, polynésien, bah ça, c'est comme un coup de poing dans le ventre. Ça te fait mal dans les entrailles parce que on te parle des conséquences sur la population, sur la santé. On se rend compte de la violence finalement des faits historiques. On se rend compte complètement de la violence et d'ailleurs, Guillaume Gay, qui est dans la pièce, disait que certains lycéens, après la pièce, ont beaucoup de colère en fait. Donc il faut, parce qu'ils ressentent ça, comme si ben, les Français nous ont fait exploser des bombes sur nous, les Français nous ont empoisonnés. Et donc c'est là où il faut prendre énormément de précautions, que ce soit en amont et après. Il y a des questions à chaque fin de représentation. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Ce qu'on m'avait, ce que Guillaume avait partagé, c'était par exemple, il me semble, c'était une jeune Popa qui lui disait, Monsieur, monsieur, comment vous avez imaginé cette histoire dans votre tête? Parce Ah, qu'elle avait du mal à croire que ça ait pu exister, parce qu'au travers de la pièce, on comprend que dès la première bombe en 1966, il y a des soucis. Mais malgré tout, le général de Gaulle décide, on de continue continuer. en fait. Et c'est là, c'est ce que retrace en fait la pièce tout au long. Et c'est là où on pourrait se dire, mais pourquoi ils ont continué? Pourquoi ils nous ont fait ça? Donc tu as toutes ces questions dans la tête d'un jeune. Ça doit pas non plus être facile à digérer au Mm. même titre qu'un adulte, parce qu'après, Mm. j'ai invité énormément d'amis. Alors à la fin, on se dit souvent, on va aller manger ensemble. Alors là, impossible. À la Tout le fin, monde avait pas envie de possible. vomir. Ah oui, c'était ben, merci, au revoir, ben, bonne On soirée. rentre chez soi. Voilà. Parce qu'il y a un vrai malaise, en fait. Ruth, une réaction? Non, mais comme je ne l'ai pas vu, je regrette encore parce que j'avais pas le temps, bien sûr, d'aller à des, à Des des, à des représentations? représentations avec un planning trop chargé. Non, les émotions, je pense que c'est normal quand on est face à ce genre d'histoire et je pense que comme ce sont aussi de très bons acteurs et qu'ils ont pu transmettre énormément de messages derrière, c'est possible qu'il y ait ce genre de message. Si je peux parler des élèves, face déjà, par exemple, à un chant que nous avons travaillé avec Madame Véronique, qui est celui de Angelo Neufer pour Atomy. Il y a certaines phrases qui sont chargées d'histoire, mais bien sûr avec un questionnement envers les politiciens et puis les choix qui ont été réalisés. Donc c'est assez difficile. Bon, après, les élèves, même s'ils n'ont peut-être pas donné leur émotion et décrit leur émotion, mais ils ont fini par s'interroger. Pourquoi on a dit ceci? Parce qu'il y a une phrase dans le chant qui parle des mensonges. Alors, je peux vous dire que Madame Véronique et moi-même, on a essayé de contourner parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir être impartial, parce que, ben voilà, c'est un artiste engagé. D'ailleurs, nous en avons énormément. Ils sont très engagés dans ce sujet-là. Donc, voilà, les élèves, ils entendent parler de Henri Hiro, de Diariki. Donc, voilà, on s'appuie sur ces personnages, sur ces personnalités que nous avons pour effectivement parler. Donc, il y a de l'émotion. Ce n'est pas toujours évident à gérer. Plus ou moins les mêmes questions que tu as avec tes enfants, Véronique? Exactement. Et souvent, à la fin des séances ou de même des séquences, hein, c'est souvent la question qui revient souvent, c'est pourquoi? Pourquoi nous? Et donc, ben, il faut les rassurer et essayer d'ouvrir leur esprit et de comprendre le pourquoi. Comme elle disait, Madame Cross, c'est à une époque et selon le contexte bien défini. Alors tout à l'heure, Ina Moyoura, tu nous parlais de cette prise de conscience finalement à 30 ans environ. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par l'éducation des adultes? Est-ce que ce ne serait pas le premier vecteur d'éducation pour nos enfants?
Ah, complètement d'accord et c'est pour ça que c'est un travail que je fais en tant que militante et que je souhaite poursuivre aussi maintenant en tant que représentante à l'Assemblée. Il y avait d'ailleurs, un texte que je souhaitais modifier dans la loi organique, c'est qu'on arrête de parler d'essais, nucléaires parce Pourquoi? que pour moi, c'est trop minimisant. C'est comme quand j'interviens dans les classes d'ailleurs, j'invite tous les, professeurs, enseignants, si vous avez besoin, avec grand plaisir, je viendrai partager mon expérience en tant que militante sur ce que j'ai pu faire ici ou à l'international avec les élèves. Ça va être un peu plus interactif. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est trop minimisant. C'est un mot qui est à la fois, qui est un peu colonial, qu'on a utilisé pour que on ne se rende pas compte de l'ampleur, en fait, Pour qui que ça se passe cache mieux. derrière, pour que ça passe mieux. Et c'est pareil aussi pour la Grande-Bretagne lorsqu'ils ont eu leurs expérimentations nucléaires. En anglais, ils utilisaient le mot test. Et pour les anciennes colonies d'Angleterre, tout comme nous qui ont été victimes d'expérimentations nucléaires, ils ont la même vision sur ce mot. Ça minimise trop. Et donc, aux élèves, je dis, c'est comme si tu me donnes un coup de poing et après, on va dire que tu m'as caressé la joue. C'est pareil. Dans notre conscience, on va toujours se dire, ce n'était qu'un essai. Oh, mais on a eu que 193 essais. Là-bas, c'était des vraies bombes, mais pas chez nous, c'était que des essais. Alors qu'un essai, c'est une bombe nucléaire à des fins expérimentales. Donc ma volonté, c'était de modifier dans notre loi organique qui régit notre statut ces termes qui sont utilisés. Je pense que dans la conscience des Polynésiens, ils vont commencer à se rendre compte, ah mais oui, c'était peut-être pas que des essais, bah tiens, il faudrait que je m'intéresse à ça parce qu'on doit tous connaître notre histoire pour pouvoir avancer dans notre vie. Alors, Ruth, il y a une question qui me vient qui est le tabou. On entend depuis tout à l'heure que c'est un sujet sensible, qu'il y a eu des mensonges. C'est un sujet tabou encore aujourd'hui où les langues se délient petit à petit. Moi, je pense à évoluer. Si je devais d'abord parler des élèves, je n'ai pas ressenti comme un tabou. Et beaucoup d'élèves disent, parce qu'on a aussi posé la question, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vos parents vous en parlent? Et dans la majorité des réponses, non, ils n'ont pas entendu. Maintenant, quand ils voient le titre écrit sur le tableau, ah, effectivement, oui. Donc, je n'ai pas ressenti vraiment une conscience derrière ce mot tabou par les élèves. Cependant, les enseignants, oui, puisque mon rôle était plus de former les enseignants. Il y a eu énormément d'appréhension de la part des enseignants. Juste pour parler d'une anecdote, j'avais d'abord accompagné deux enseignants et les deux étaient des enseignants engagés dans l'association 193, pour une, et une autre, ben, elle vivait dans une île très proche et qui, quelque part, ben, avait effectivement encore ces sentiments de colère. Mais avant tout, c'est le pédagogue qui a émergé, donc a bien sûr accepté de mettre en place l'expérience dans leur classe. Donc, il y a encore cette représentation derrière les adultes que nous sommes, et donc ça pourrait rester encore un petit peu dans cet état de tabou. Mais je pense qu'aujourd'hui, puisque justement, tantôt je parlais d'un interview que j'ai fait auprès de futurs enseignants, eh ben, non, il y a deux tendances maintenant. La tendance de connaître maintenant l'histoire et effectivement d'en parler de manière beaucoup plus résiliente. Et puis, il y a cette tendance aussi effectivement peut-être encore de garder une certaine colère, mais beaucoup plus maîtrisée, raisonnable. Alors la plaie peut être encore un petit peu fraîche pour les adultes, mais les langues se délient, comme on l'a dit avant. Justement, on parlait de tabou. Voyons le point de vue de Renaud Meltz et Florence Muri qui nous parlent aussi des projets qu'il y a autour de ce sujet. Il y a deux choses. Il y a d'abord un cadre institutionnel. L'école en Polynésie, que ce soit la DGDE ou le vice-rectorat, travaille à cette transmission. C'est un fait. Mais ce que moi j'ai vu très empiriquement en vivant notamment là, à Raiatea, où je résidais l'année dernière, et là, bah, évidemment, la situation est forcément diverse, mais on voit qu'il y a déjà des processus de transmission par des canaux qui ne sont pas seulement académiques, qui ne sont pas seulement scolaires. Il y a notamment le travail des associations. Je me souviens d'une question très pertinente et très précise. Puis il y a une autre initiative qui m'a frappé, c'est à Taha qu'il y a eu une initiative prise au collège par des enseignants pour organiser un heiva avec un spectacle qui serait structuré autour d'un témoin, d'un ancien travailleur du CEP qui réside sur l'île et qui a un parcours tout à fait fascinant, que j'ai d'ailleurs interrogé dans le cadre
de notre programme d'entretien et de constitution d'un corpus de mémoire orale. Du point de vue des mémoires, c'est pas toujours. Il y a des contextes dans lesquels, par exemple, à Ho, il est très facile d'accéder à cette parole sur le CEP et à cette mémoire du travail qui est restée très vive. Tandis que, par exemple, aux Marquises, c'est un sujet qui est parfois un peu plus difficile à aborder, même si une fois que avec cette entrée par le travail, là aussi, on peut dire que les langues se délient. Et du point de vue aussi des contextes familiaux, souvent quand on arrive chez les gens, il y a parfois plusieurs générations qui sont représentées de la famille, avec des plus jeunes qui peuvent écouter. Et souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que du côté des plus jeunes, il y a une demande, c'est-à-dire ah papy, t'avais jamais raconté ça, ou et donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire circuler une parole avec cette idée que parfois c'est cette description précise du travail, elle n'a pas paru intéressante pour la personne en question, pour l'ancien travailleur ou l'ancienne travailleuse du CE, qui a travaillé sur les sites, alors que voilà, il y a cette demande de la part des plus jeunes de connaître cette histoire. Et cette demande, je pense qu'elle est aussi attisée par ce qui peut être raconté à l'école ou par ce qui peut être raconté via des documentaires, etc., via d'autres supports. Kina Moeura, pour terminer sur une note positive, le fait d'en parler, est-ce que c'est une preuve, on l'a dit tout à l'heure avec Ruth, de résilience, de parcours positif, d'évolution positive de la population? Complètement, et je tiens, pour répondre à cette question, à rendre hommage à tous ceux qui nous permettent aujourd'hui d'en parler, parce que je pense qu'à ta naissance, c'était pas encore possible. Ah non, je pense pas. C'était très tabou, on pouvait pas en parler comme ça à la télé. Donc merci à tous ces militants, que ce soit l'Église protestante, dans les associations ou les politiques, de nous permettre aujourd'hui d'en parler. Et j'aime me dire en fait que la génération avant moi, peut-être ma grand-mère, c'était celle qui était assez muselée, ou la génération où il y avait le mensonge d'État, avec ce fameux terme, les essais français sont propres. Mhm. Aujourd'hui, je suis la génération où la vérité est en train de sortir. Pas encore forcément la génération de la justice, mais je le souhaite. Et j'espère que mes enfants seront la génération donc résiliente et la génération de la réconciliation, pour plus qu'il y ait de colère ni de haine. On ne peut pas revenir sur notre passé, ça fait partie de notre histoire, mais aujourd'hui, il faut qu'on en fasse une force, et que nous, Tata Maori, on se relève avec cette blessure, mais qu'on devienne aujourd'hui résilient. Cet événement, finalement, aura beaucoup marqué la Polynésie française. À nous de faire preuve de résilience, comme vous l'avez dit tout au long de cette émission. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de notre émission. Nous, on se retrouve demain à 17h. En attendant, passez une excellente soirée sur TNTV avec tout de suite votre VA Tahiti. Maururu ito tatou wharerir a trahoma parheana.